Écoute-moi bien, je veux te partager 3 histoires qui résument complètement le sujet de cet épisode. Donc, voilà ce que nous avons appris ensemble. Nous avons appris qu'il n'y a pas une définition de vieux, il y en a 3, et elles disent 3 choses complètement différentes. Nous avons appris qu'une institution puissante a essayé de classer la vieillesse comme une maladie, et qu'un médecin a dit non, et qu'il avait raison. Nous avons appris que vieillir n'est pas une maladie, mais c'est un facteur de risque pour presque tout, et que tu peux modifier ce risque. Tu peux contrôler ton vieillissement. Nous avons appris qu'il y a une différence énorme entre vivre longtemps et vivre bien longtemps, et que tu peux avoir les deux. Et nous avons appris qu'il existe une formule simple, la règle des 20, 20 sourires, 20 minutes de mouvement, 20 minutes de connexion. Et si tu fais ça chaque jour, vraiment chaque jour, ça change ta vie. Parce que tu peux vieillir différemment. Tu peux vieillir mieux. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Tout de suite. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, pas la semaine. Je veux que tu réfléchisses à cette question. Combien de ces 20 fais-tu aujourd'hui? Et dis, combien de sourires as-tu eu? As-tu eu 20 ou seulement 5? As-tu bougé pendant 20 minutes ou as-tu été assis devant un écran toute la journée? As-tu passé 20 minutes de vraie connexion avec quelqu'un que tu aimes ou tu parles juste à des gens à la surface? Honnêtement, juste toi et toi-même. Et puis demain, je veux que tu essaies. Je veux que tu cherches les 20 sourires. Je veux que tu bouges pendant 20 minutes. Je veux que tu connectes pour 20 minutes. Et continue. Pendant une semaine, pendant un mois. Et vois ce qui se passe. Parce que je te le promets, ça va changer quelque chose. Mais écoute, j'aimerais aussi que tu me le dises. Première chose, écris dans les commentaires. Laquelle de ces 3 choses te coûte le plus? Le sourire, le mouvement ou la connexion? Dis-moi, parce que j'ai lu tous les commentaires et je réponds personnellement. C'est mon favori de faire ça. Deuxième chose, si ce sujet t'importe vraiment, fais-moi une faveur. Abonne-toi, clique sur ce bouton, parce que je fais cet épisode chaque semaine, ou plusieurs fois par semaine, et tu vas vouloir en entendre d'autres. Troisième chose, partage. Envoie ce vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui dit « je suis trop vieux », parce que cette personne, elle a besoin de savoir que ce n'est pas vrai. Quatrième chose, rejoins ma communauté. Il y a un lien dans la description. Clique-le. Tu vas recevoir la transcription complète de cet épisode. Tu vas recevoir les exercices de la règle des 20. Tu vas recevoir plus de ressources. Et si tu veux approfondir cette conversation, si tu veux vraiment savoir comment ralentir ton vieillissement biologique, si tu veux connaître les suppléments et les techniques que les médecins recommandent vraiment, j'ai un épisode complet sur ça, cherche Longevity dans ma playlist ou tape Biohacking Your Age dans ta barre de recherche. Voilà, c'est tout. Mais là, merci de m'avoir écouté. Vraiment, ça signifie beaucoup. Maintenant, sors. Va chercher ces 20 sourires, bouge pendant 20 minutes, appelle quelqu'un et parle pendant 20 minutes. Et vieillis. Mais vieillis bien. Bien. Au revoir. Ouais. Première histoire, une femme de 87 ans. Elle s'appelle Margaret. Elle m'a dit qu'elle se sent comme si elle avait 45 ans. Non, elle ne plaisante pas. Elle court 3 fois par semaine. Elle travaille comme conseillère pour une start-up. Elle a même appris la photographie il y a 2 ans. Son médecin lui dit qu'elle a les gènes d'une femme de 60 ans. Mais son passeport? 87. Deuxième histoire, un homme de 60 ans. Il m'a écrit pour dire qu'il se sent, comment dire, complètement vieux. Épuisé. Il dit qu'il se sent beaucoup plus âgé que son numéro. Il a arrêté de travailler parce qu'il pense que c'est l'âge. Il ne sort plus parce qu'il pense que c'est normal à cet âge. Il a même dit à ses enfants qu'il ne voyagera plus parce qu'il est trop vieux maintenant. Il a 60 ans. Alors voilà la question, qui est vraiment vieux? Margaret à 87 ou cet homme à 60? Et ici on arrive au cœur du problème. Personne ne peut répondre à cette question. Pas nos médecins, pas les gouvernements, pas même l'Organisation mondiale de la santé. Et elle a essayé. Parce que tu vois, la science a découvert quelque chose qui change tout. Et cette découverte peut transformer ta vie. Ça peut transformer la vie de tes parents, de tes grands-parents, de toi-même, peu importe ton âge maintenant. La réponse scientifique va te surprendre, je te le promets. Dans cet épisode, on va découvrir pourquoi l'âge que tu vois sur ton passeport ne définit absolument pas combien d'années tu as réellement. On va parler de 3 façons complètement différentes de mesurer ton âge. On va te montrer pourquoi les médecins débattent sur la question de savoir si vieillir est une maladie. Et surtout, on va te donner une formule simple que tu peux utiliser à aujourd'hui pour vivre plus longtemps, mieux et plus heureux. Et ce n'est pas compliqué. Ce ne sont pas des suppléments chers. Ce ne sont pas des régimes de fou. C'est simple. Mais avant d'arriver là, il faut que tu comprennes un problème fondamental. Un problème que notre société a. Un problème qui affecte la façon dont on pense à l'âge. Un problème qui affecte la façon dont les médecins te traitent. Un problème qui affecte la façon dont tu penses à toi-même. Il y a 50 ans, quand quelqu'un disait « je suis vieux », tout le monde savait ce que ça signifiait. C'était simple, c'était clair. Tu avais un certain nombre d'années. Tu étais considéré comme vieux. Point final. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas ce que vieux signifie. Et c'est bizarrement plus compliqué qu'on ne le pense. Parce que la science a découvert que le vieillissement n'est pas une seule chose. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas la même pour tout le monde. Ce n'est pas basé uniquement sur un nombre. Et ça change tout. Alors prépare-toi. Parce qu'au cours de cet épisode, on va explorer une question que personne ne pose vraiment. Une question qui va te faire réfléchir à ta propre vie. Une question qui va peut-être te donner l'espoir ou le courage de changer quelque chose. Voilà la question, comment définissons-nous vraiment être vieux? Et plus important, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Voilà le problème. Et c'est un problème plus profond que tu ne le penses. Il y a environ 50 ans, les choses étaient simples. Dans les années 1970, quand on parlait de vieillesse, c'était clair.
C'était un moment de ta vie. À un certain âge, tu étais considéré comme vieux. C'était lié au travail. C'était lié à la retraite. À 65 ans, tu t'arrêtais de travailler. Tu étais vieux. Fin de l'histoire. Mais maintenant, en 2024, en 2025, les choses sont complètement différentes. Et la science nous le montre tous les jours. Parce que quelque chose de vraiment bizarre s'est passé. Le monde a commencé à vieillir. Les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'avant. Les femmes vivent 85 ans en moyenne en Europe. Les hommes, 80. Et beaucoup vivent bien au-delà. Certains vivent jusqu'à 100 ans, 110 ans. Et ils n'ont pas l'air vieux. Pas comme on s'attendait à ce que vieux ressemble. Donc les médecins se sont demandé comment définissons-nous vraiment vieux si on ne peut pas vraiment le voir de la même façon. Et c'est là qu'il y a eu un grand débat. Un débat énorme. Un débat qui a impliqué l'Organisation mondiale de la santé. Oui, l'OMS. L'organisation qui préside au monde. L'organisation qui a géré les crises sanitaires mondiales. L'OMS a proposé quelque chose de radical. En 2023, elle a proposé de classer être vieux comme une maladie, officiellement, dans son catalogue international des maladies, l'ICD. Comme si vieillesse était une maladie comme la grippe, ou le diabète, ou la tuberculose. Je sais que ça semble fou, mais il y avait une logique derrière. Parce que si vieillesse est une maladie, alors on peut la traiter comme une maladie. On peut financer la recherche, on peut développer des médicaments, on peut essayer de la guérir. C'est une idée séduisante, n'est-ce pas? Imaginez qu'on pourrait soigner la vieillesse, que la science pourrait arrêter le temps. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà où ça devient intéressant. Parce qu'il y a une autre vérité que les médecins connaissent. Et c'est une vérité sombre, une vérité que les patients ne veulent pas entendre. Si tu dis aux médecins que vieux est une maladie, ils vont commencer à traiter vieux comme une maladie. C'est-à-dire comme quelque chose qu'on ne peut pas vraiment guérir. Quelque chose qu'on gère juste. Quelque chose qui progresse inévitablement. Et ça change la façon dont ils te traitent. Parce que, tu vois, nous avons un problème culturel, un problème qui existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle l'agisme, la discrimination par l'âge. C'est quand on regarde quelqu'un et on pense « Oh, c'est une personne âgée, elle ne peut pas vraiment faire grand-chose, elle va bientôt décliner, c'est normal ». Et ce préjugé existe partout, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les familles, même chez les personnes âgées elles-mêmes. Ils se regardent dans le miroir et pensent « Ah, je suis vieux maintenant, c'est ça, mon époque est finie ». Et c'est tragique. Parce que ce n'est pas vrai. Maintenant, les scientifiques ont découvert quelque chose de fascinant. Ils ont réalisé qu'il n'y a pas une façon de définir vieillesse. Il y en a 3, et chacune raconte une histoire complètement différente. Laisse-moi t'expliquer chacune. La première, l'âge chronologique, c'est celle que tout le monde connaît. C'est le nombre que tu vois sur ton passeport. Tes années de vie. Simple. Un jour, tu as 0. Le jour d'après, tu as un jour, puis 1 an, puis 10 ans, puis 20, et ainsi de suite. C'est mathématique, c'est objectif, c'est ce que les gouvernements utilisent, c'est ce que la loi utilise. Tu as 18 ans, tu peux voter. Tu as 65 ans. Dans beaucoup de pays, tu peux prendre ta retraite. Le problème, c'est complètement idiot comme mesure du vieillissement réel. Parce que le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Certaines personnes de 65 ans courent des marathons, elles grimpent des montagnes, elles commencent des entreprises, elles écrivent des livres, elles changent le monde. D'autres personnes de 50 ans ont du mal à monter les escaliers. Elles ont des douleurs articulaires. Elles ont de la difficulté à se concentrer. Elles veulent juste se reposer. Pourquoi 2 personnes du même âge peuvent être si différentes? C'est parce que l'âge chronologique ne dit rien sur ce qui se passe réellement dans ton corps. La deuxième, l'âge biologique. C'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que tu as découvert quelque chose. Ton corps vieillit à un rythme qui est unique à toi. Personne d'autre ne vieillit exactement de la même façon. Pourquoi? Parce que ton corps est un système complexe. Il y a ton ADN, tes gènes, tes parents t'ont donné certains gènes qui te font vieillir vite ou lentement. C'est biologique, c'est hérédité, mais ce n'est que le début. Parce que tes choix de vie changeront aussi à quelle vitesse tu vieillis. Si tu fais de l'exercice régulièrement, ton corps vieillit plus lentement. Si tu dors bien, ton corps vieillit plus lentement. Si tu gères bien le stress, si tu manges sainement, si tu restes actif mentalement, tout cela ralentit le vieillissement biologique. Inversement, si tu fumes, si tu bois excessivement, si tu dors mal, si tu es sédentaire, tout cela accélère le vieillissement biologique. Les scientifiques peuvent maintenant mesurer ce vieillissement biologique. Ils regardent tes cellules, tes télomères, tes marqueurs biologiques, et ils découvrent quelque chose d'étonnant. Quelqu'un de 60 ans peut avoir le corps d'une personne de 40 ans. Quelqu'un de 50 ans peut avoir le corps d'une personne de 70 ans. Et ce vieillissement biologique, c'est celui qui compte vraiment pour ta santé. C'est celui qui détermine si tu vas avoir une crise cardiaque, si tu vas développer une démence, si tu vas être actif ou immobilisé. La troisième, l'âge fonctionnel. Et puis il y a la troisième mesure, et c'est peut-être la plus importante, parce qu'elle mesure ce qui compte vraiment dans ta vie quotidienne. L'âge fonctionnel répond à des questions simples. Peux-tu marcher sans aide? Peux-tu prendre une douche sans assistance? Peux-tu gérer tes finances? Peux-tu te souvenir des choses importantes? Peux-tu sortir seul? Peux-tu faire les choses que tu aimes faire? C'est ça, l'âge fonctionnel. C'est la capacité, c'est l'indépendance, c'est la qualité de vie réelle. Et voici la chose bizarre, on utilise très rarement cette mesure. On regarde plutôt l'âge chronologique, ou on essaie de mesurer l'âge biologique. Mais l'âge fonctionnel, c'est celui qui devrait vraiment compter. Parce que ça détermine comment tu vis réellement, ça détermine si tu es vraiment vieux ou pas. Quelqu'un peut avoir un âge chronologique de 75 ans, un âge biologique de 65 ans, mais un âge fonctionnel de 50 ans. Ils peuvent danser, voyager, travailler, profiter de la vie.
Ou inversement, un âge chronologique de 55 ans, un âge biologique de 70 ans et un âge fonctionnel de 80 ans. Immobilisé, dépendant, triste. Les trois mesures peuvent être complètement différentes. Et c'est ça que les scientifiques essaient de nous faire comprendre. Maintenant, revenons à la bataille, parce que c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est passée récemment, et ça montre vraiment comment la science, la politique et la morale se choquent parfois. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a proposé un changement majeur à sa classification officielle des maladies. Elle s'appelle l'ICD. C'est le catalogue international de toutes les maladies humaines. C'est utilisé par les médecins du monde entier. C'est très important. Et l'OMS a proposé d'ajouter vieillesse à ce catalogue. Pas en tant que condition naturelle, pas en tant que partie normale de la vie, mais en tant que maladie. Maintenant, avant de critiquer, comprenons la logique. Parce que ce n'était pas une idée stupide, c'était une idée avec une intention positive. Voici le raisonnement. Si on classe vieillesse comme une maladie, alors on peut la traiter comme une maladie. On peut financer la recherche, on peut chercher des cures, on peut développer des médicaments, on peut donner aux médecins des outils pour lutter contre l'âge. Et ultimement, on peut prolonger la vie, on peut aider les gens à vivre plus longtemps et mieux. C'est une vision séduisante, n'est-ce pas? Imaginez un monde où les médecins combattent activement le vieillissement, où chaque hôpital a un département pour traiter l'âge. Mais voilà ce qui s'est passé. Un médecin s'est levé, un gériatre, un expert en vieillissement, son nom est le docteur Kiran Raberou. Et il a dit non, pas d'accord. Il a dit non au nom de tous ses patients. Il a dit non au nom de la dignité humaine. Et il a dit non parce qu'il voyait un danger très réel. Le danger était celui-ci. Si tu dis aux médecins que vieux est une maladie, les médecins vont commencer à traiter les personnes âgées comme si elles avaient une maladie incurable, comme si elles étaient en déclin inévitable, comme si elles étaient en déclin inévitable, comme si tu ne pouvais rien faire. Et tu sais ce qui se passe quand un médecin pense ça? Il renonce. Il ne te propose plus les mêmes traitements. Il ne te propose plus la même intervention. Il dit juste « c'est normal à ton âge ». Et puis il envoie ta grand-mère à la maison. Imaginez ça. Une personne âgée se plaint d'une douleur à la poitrine. Le médecin regarde son âge. Et au lieu de faire un test, il dit « Ah, tu as 75 ans, c'est normal, repose-toi ». Non diagnostiqué, pas traité. Et puis peut-être une crise cardiaque, ou la mort. C'est l'agisme, et c'est systématique, et c'est mortel. Soit le docteur Aberou a compris ça, et il s'est battu. Il a organisé une campagne, il a parlé aux autres experts, il a écrit des articles, il a dit « Vous ne pouvez pas faire ça, vous allez tuer des gens, vous allez dévaluer les personnes âgées, vous allez créer un système où les médecins les abandonnent. » Et tu sais quoi? Il a gagné. L'OMS a écouté. L'OMS a reculé. L'OMS a décidé de ne pas classifier la vieillesse comme une maladie. C'était une victoire. Un petit moment où le bon sens a prévalu, où un médecin a dit non au système, et le système a écouté. Mais ça n'a pas arrêté la conversation, ça n'a pas arrêté la recherche, ça n'a pas arrêté le fait que nous vieillissons, et que nous vieillissons tous différemment. Alors la vraie question reste, comment comprenons-nous le vieillissement? Si ce n'est pas une maladie, qu'est-ce que c'est? Voici la vérité, et je vais te la dire directement. C'est la vérité que les médecins connaissent, c'est la vérité que la science montre, mais c'est une vérité que personne ne veut vraiment entendre. Vieillir n'est pas une maladie, mais, et c'est un grand, mais c'est le plus grand facteur de risque pour presque toutes les maladies. Pense à ça un moment, parce que c'est une distinction très importante. Il y a une différence énorme entre vieillir est une maladie et vieillir est le facteur de risque principal pour les maladies. L'une dit « tu es malade parce que tu es vieux », l'autre dit « ton âge te rend plus vulnérable aux maladies », mais ce n'est pas une maladie en soi. Et cette distinction change tout, parce que voici ce que la science montre. Tu veux la démence? Le risque augmente avec l'âge. À 40 ans, tu as un risque très faible. À 70 ans, c'est beaucoup plus élevé. À 85 ans, c'est même plus élevé. Tu veux le cancer? Le risque augmente avec l'âge. Presque tous les cancers sont plus courants chez les personnes âgées. Tu veux une maladie du cœur? Le risque augmente avec l'âge. Tu veux un accident vasculaire cérébral? Le risque augmente avec l'âge. Tu veux la maladie d'Alzheimer? Le risque augmente avec l'âge. Donc ta question réelle n'est pas « est-ce que je suis malade parce que je suis vieux ?» Ta vraie question est « comment je peux rester en bonne santé en vieillissant ?» C'est une question complètement différente, et elle a une réponse complètement différente. Parce qu'ici, le secret que les médecins découvrent, le vieillissement est modifiable. Tu peux vraiment changer la façon dont tu vieillis. Je ne parle pas de magie, je ne parle pas de supprimer les rides, je ne parle pas de paraître jeune, je te parle de modifier le vieillissement biologique. Je parle de ralentir le taux auquel ton corps se détériore. Et ça change ta vie. Et parce que voici ce qui se passe. Pendant longtemps, les médecins pensaient que le vieillissement était juste le vieillissement. C'était inévitable. C'était un processus naturel que tu ne pouvais pas vraiment arrêter. Tu pouvais juste attendre que ça arrive. Mais maintenant, ils découvrent que non. Le vieillissement est modifiable. Et ça dépend beaucoup de tes choix. Si tu fais certaines choses, tu peux vieillir lentement. Tu peux garder ton corps jeune. Tu peux garder ton esprit vif. Tu peux garder ta mobilité. Tu peux garder ton indépendance. Si tu ne les fais pas, tu vieillis vite. Ton corps se détériore. Ton esprit se détériore. Tu deviens dépendant. C'est une découverte énorme. Parce que ça signifie que tu n'es pas une victime de ton âge. Tu es un acteur dans ton propre vieillissement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment excitantes. Parce que la science découvre maintenant exactement ce qu'il faut faire, exactement comment changer ça. Pas avec des pilules chères, pas avec la chirurgie, pas avec les suppléments chers, avec des choses que tu peux faire aujourd'hui, des choses simples.
des choses que tu peux contrôler. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que j'appelle la distinction la plus importante du XXIe siècle. La distinction entre deux concepts. Et cette distinction va changer la façon dont tu penses à ta vie. Ces deux concepts sont le lifespan et le healthspan. Le lifespan, c'est simple. C'est combien d'années tu vis, c'est ta durée de vie totale, de 0 à 100. Mais le healthspan, c'est quelque chose de complètement différent. C'est combien d'années tu vis bien, c'est les années que tu passes en bonne santé, c'est les années que tu passes actif, alerte, heureux, vie. Et voici le problème. Et c'est un problème énorme. Pendant 100 ans, la science et la médecine se sont concentrés sur une seule chose, allonger le lifespan, vivre plus longtemps, ajouter plus d'années à ta vie. Et tu sais quoi? Ça a fonctionné. Les humains vivent beaucoup plus longtemps maintenant. Il y a 100 ans, l'espérance de vie était 45 ans. Maintenant, c'est plus de 80 ans dans les pays développés. C'est une victoire incroyable, mais ça a un coût. Parce que pendant ce temps, pendant que nous allongeons le lifespan, nous oublions quelque chose d'important. Nous oublions la qualité de ces années. Et maintenant, nous avons un problème. Un problème que les hôpitaux connaissent très bien. Un problème que les familles vivent chaque jour. Les gens vivent plus longtemps, mais ils ne vivent pas mieux plus longtemps. Imagine ça. Tu es un homme. Il a 95 ans. Il vit depuis 95 ans. C'est un long lifespan. Mais les 20 dernières années, il est dans un lit d'hôpital. Il ne peut pas se lever. Il ne reconnaît pas sa famille. Il souffre. Il ne peut pas manger seul. Il ne peut pas parler clairement. Est-ce vraiment une victoire? A-t-on vraiment gagné en le gardant en vie pendant 95 ans si les 20 dernières années sont une torture? Maintenant, compare ça à quelqu'un d'autre. Cette femme a 80 ans. Elle vit depuis 80 ans. C'est un lifespan plus court. Mais ces 80 années, chaque année, elle est active. Elle voyage, elle rit, elle danse, elle apprend, elle aime, elle profite, elle vit vraiment. Qui a une meilleure vie? C'est la question que les médecins se posent maintenant, et c'est une question qui change tout. Parce que maintenant, l'objectif n'est plus juste « ajoute plus d'années à la vie ». L'objectif est « ajoute plus de vie aux années ». Et ça change complètement la direction de la médecine. Ça change ce que les médecins te conseillent. Ça change ce que tu devrais faire. Parce que voici ce que la science découvre, le healthspan et le lifespan ne sont pas la même chose. Un n'est pas automatiquement l'autre. Tu peux avoir un long lifespan et un court healthspan. Tu peux vivre longtemps mais mal. Mais tu peux aussi avoir un healthspan très long même avec un lifespan plus court. Tu peux vivre moins longtemps mais vivre vraiment bien. Et la bonne nouvelle, et c'est vraiment bonne nouvelle, la science découvre maintenant que tu peux allonger les deux. Tu peux vivre plus longtemps et mieux. Tu peux augmenter ton lifespan et ton healthspan en même temps. Comment? Ça s'avère que c'est les mêmes choses. Les mêmes actions qui font durer plus longtemps sont les mêmes actions qui te font vivre mieux. C'est une double victoire. Et les médecins savent exactement ce qu'il faut faire maintenant. Il y a une montagne de recherches, des décennies d'études, des centaines de milliers d'observations, et ils ont trouvé des modèles, ils ont trouvé des motifs, ils ont trouvé les actions qui allongent vraiment ton healthspan. Et tu sais la meilleure partie? Ce n'est pas compliqué. Ce ne sont pas des secrets cachés. Ce ne sont pas des choses difficiles à faire. C'est simple, c'est accessible. Et c'est quelque chose que tu peux commencer aujourd'hui. Ok, maintenant nous arrivons à la partie pratique. Parce que toute cette théorie, elle ne signifie rien si tu n'as rien à faire avec. Alors voici ce que tu dois faire. Il y a un médecin, un gériatre, un expert en longévité et vieillissement sain. Et il a une formule simple que tout le monde peut faire. Et cette formule change vraiment les choses. Le docteur Kiran Raberu l'appelle la règle des 20. Et c'est exactement ce que ça semble. Tu dois faire 3 choses. Chacune prend 20 minutes. Ou tu dois chercher 20 moments. Et tu dois le faire chaque jour. Pas une fois par semaine. Pas une fois par mois. Chaque jour. Ça semble simple, non? Parce que ça l'est. Et c'est pour ça que ça marche. Voici le premier. 20 souris. Chaque jour, trouve 20 moments pour sourire. 20 moments pour rire. 20 moments où tu as un vrai sourire authentique sur ton visage. Maintenant, ça peut sembler bête, mais c'est de la science pure. Pas dire quand tu ris, quand tu souris, ton corps libère des hormones appelées endorphines. Ces endorphines font plusieurs choses. Elles réduisent le stress, elles réduisent l'inflammation, elles renforcent ton système immunitaire, elles te font même paraître plus jeune. Et pas seulement ça. Rire active un système dans ton cerveau. Ça s'appelle le système nerveux parasympathique. C'est le système qui dit à ton corps, c'est sûr, relaxe-toi, c'est ok. Quand ce système est actif, ton cœur s'apaise, ta tension artérielle baisse, ton stress diminue. Les gens qui rient beaucoup, ils ont des cœurs plus sains, ils ont des systèmes immunitaires plus forts, ils vivent plus longtemps. Donc le premier 20, c'est 20 sourires. Ça peut être un film drôle, ça peut être une blague, ça peut être une conversation avec un ami, ça peut être regarder des vidéos de chatons sur internet, peu importe, juste 20 sourires. Donc le deuxième est celui-ci, 20 minutes de mouvement, 20 minutes d'activité physique, chaque jour. Et ici je dois être clair, je ne parle pas de te transformer en athlète, je ne parle pas de te tuer à la gym, je parle simplement de bouger. Une promenade, une danse, du jardinage, du yoga, de la natation, du vélo, n'importe quel mouvement qui fait battre ton cœur un peu plus vite, qui te fait respirer un peu plus profondément. Pourquoi? Parce que le mouvement fait plusieurs choses. C'est ralentit la perte de masse musculaire. Tu perds de la masse musculaire en vieillissant. C'est scientifique. Mais le mouvement ralentit ça. C'est maintient ta flexibilité. Ça maintient ta mobilité. Ça maintient ton indépendance. C'est améliore ton cœur. Ça renforce tes os. Ça régulate ton sucre dans le sang. Et peut-être plus important, le mouvement améliore ta fonction cérébrale. Ça améliore ta mémoire. Ça réduit le risque de démence. Les gens qui bougent,
Ils vivent plus longtemps, et plus important, ils vivent mieux plus longtemps. Et le troisième, 20 minutes de connexion sociale. Tous les jours, passe 20 minutes avec une autre personne, quelqu'un que tu aimes, ou quelqu'un que tu veux connaître. Ça peut être une conversation en personne, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un repas ensemble. Et ici, c'est vraiment important. C'est pas juste être autour de gens, c'est une vraie connexion, une vraie conversation, une vraie interaction humaine. Pourquoi ? Parce que la solitude tue, littéralement. La solitude est un facteur de risque pour la santé. C'est aussi mauvais que fumer, c'est aussi mauvais qu'être obèse, c'est aussi mauvais que ne pas faire d'exercice. Mais l'inverse, la connexion est une médecine. Les gens qui ont des connexions sociales fortes, ils vivent plus longtemps, ils sont plus heureux, ils sont en meilleure santé. Donc voilà, la règle des 20. 20 sourires, 20 minutes de mouvement, 20 minutes de connexion. C'est ça, ce n'est pas compliqué. Et la meilleure partie, tous ces trois sont complètement gratuits. Tu n'as pas besoin d'une salle de gym, tu n'as pas besoin d'une thérapie, tu n'as pas besoin d'un club de rire, tu n'as pas besoin de suppléments chers. Tu as juste besoin de faire les choses, de commencer maintenant. Maintenant, après avoir écouté tout ça, après avoir compris la science, après avoir entendu parler de la règle des 20, je veux te partager quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai entendu de la part des auditeurs qui ont écouté cet épisode, quelque chose que les gens me disent, des gens de tous les âges. Et c'est quelque chose que personne ne s'attend à entendre. Une perspective sur la vieillesse qui est complètement différente de ce qu'on nous enseigne. Les gens ne parlent pas de déclin, ils ne parlent pas de maladie, ils ne parlent pas de perdre leur capacité, ils parlent de liberté. Ils disent des choses comme « Pour la première fois dans ma vie, je fais ce que je veux faire, pas ce que je suis supposé faire, pas ce que ma famille attend de moi, pas ce que la société attend, mais ce que moi je veux. » Une femme de 72 ans m'a dit « Je n'ai jamais eu le temps de peindre quand j'étais jeune. J'étais trop occupée, trop de responsabilités, trop de devoirs. Maintenant, je peins chaque jour et je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » Un homme de 68 ans a dit « À 40 ans, je travaillais 60 heures par semaine. J'étais stressée, j'étais fatiguée. Maintenant, je travaille 20 heures et je profite vraiment du travail. Et j'ai du temps pour les choses que j'aime. C'est la meilleure période de ma vie. » Une femme de 75 ans a dit « Mon esprit est plus clair maintenant qu'il ne l'a jamais été. Quand j'étais jeune, j'étais confuse parce que les autres pensaient. Maintenant, je sais exactement qui je suis et ça me rend libre. » Et tu sais ce qu'ils disent tous ? Ils disent que ce n'est pas vraiment l'âge, ce n'est pas vraiment les années qui passent, c'est la liberté. Parce que regarde, quand tu es jeune, il y a des attentes, beaucoup d'attentes. Tu dois étudier, tu dois trouver un travail, tu dois être productif, tu dois construire quelque chose, tu dois être utile. Et oui, c'est beau, ça donne un sens, ça te pousse à créer. Mais ça vient aussi avec du poids, du stress, de la pression. Et puis, en vieillissant, quelque chose change. Ces attentes commencent à disparaître, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as déjà fait ces choses, ou tu as décidé que tu ne les ferais pas. Et soit dit en passant, ça va bien maintenant. Et soudain, tu es libre, vraiment libre. Et cette liberté, c'est de la magie. Et voici la chose la plus importante que j'ai apprise en écoutant ces gens. Ce qui définit être vieux ne c'est pas un nombre. Ce ne c'est pas les années. C'est la curiosité. Tu continues à apprendre, tu continues à explorer, tu continues à vous demander, tu continues à te connecter à la vie. Si la réponse est oui, alors tu n'es pas vieux. Tu es jeune, tu es vivant, tu es libre, tu es libre. Si la réponse est non, si tu as arrêté d'apprendre, si tu as arrêté de t'explorer, si tu as renoncé à la vie, eh bien tu peux être jeune chronologiquement mais être très très vieux à l'intérieur. L'âge réel, c'est celui de ton âme, c'est l'âge de ton esprit. C'est la question, est-ce que je veux encore explorer le monde ? Et c'est une question que tout le monde peut se poser, à tout âge. Parce que voici le secret final, tu n'es jamais trop vieux pour changer, tu n'es jamais trop vieux pour apprendre, tu n'es jamais trop vieux pour vivre une vie pleine. Ces gens que j'ai écoutés, ils ont compris ça et ça a changé leur vie.